Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h30. Les réseaux sociaux rendent-ils méchants? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Mes invités, François Jost, bonjour, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre La méchanceté en acte à l'ère numérique, qui est paru chez CNRS Éditions. Et Thierry Vallat, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit numérique. Bonjour. Merci d'être là. C'est vrai que à l'occasion de l'affaire Griveaux, on a vu, et pas que, on a vu beaucoup de réactions d'une violence assez incroyable. Et François Jost, vous avez écrit ce livre parce que c'est vrai qu'on constate depuis quelque temps que la parole s'est totalement libérée, qu'il n'y a plus aucun filtre et on assiste à des choses d'une violence verbale inouïe. Oui, moi j'avais écrit ce livre il y a 2 ans, mais je pense que ça s'est accentué terriblement aujourd'hui. Pourquoi? Sans doute parce que, si vous voulez, il y a un effet la méchanceté n'est pas nouvelle, la haine n'est pas nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler que la haine, l'origine du mot, c'est Hassan, c'est la chasse. Oui. Et on voit très bien, c'est ça Internet essentiellement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une parole haineuse, méchante qui est mise en avant, il y a une sorte de chasse à court. Tout le monde court derrière une personne qu'il faut abattre, et donc ça se démultiplie. On l'a vu dans l'affaire Griveaux, ce qui fait que on ne peut même plus tellement se battre contre les paroles haineuses parce qu'il y en a trop. Ouais. Mais c'est nouveau ou pas? C'est vraiment les réseaux sociaux qui ont levé cette barrière? Je dirais oui et non. Non, parce que la haine n'a pas attendu le 21e siècle pour s'exprimer. Oui, parce que effectivement, il se constitue une sorte il se constitue des communautés autour de la haine. Ça ressoude la haine, et ça aide parfois des gens à se mettre ensemble. On l'a vu dans l'affaire Mila aussi, comment dans l'affaire Mila, des gens se retrouvent en tant qu'identité musulmane ou en tant qu'hétérosexuel, et ça prend cette constitution d'un moi prend une violence inouïe. Et puis sur les réseaux sociaux, on met soit le pouce en l'air ou soit le pouce en bas. Et moi, ça me rappelle les jeux à Rome où la mise à mort. Où c'était la mise à mort et on mettait le pouce en bas. Oui. On est revenu à cette époque, en fait. C'est ça. Et j'allais dire, ce qui est nouveau, c'est que on voit chacun de nous devenir méchant le cas échéant. Quand vous regardez sur Facebook les discussions, il y a des discussions qui commencent bien, on s'oppose des arguments, puis très vite ça devient voilà. Alors c'est pas le point Godwin qu'on connaît où tout le monde est nazi, mais on voit très bien un effet d'entraînement, et ça arrive, j'allais dire, à des gens très bien. C'est-à-dire, ça peut m'arriver, ça peut vous arriver sans doute, d'être cassé et d'aller dans une expression qui est au-delà de ce qui devrait être formulé. De ce qui devrait être formulé. C'est vrai que la toile abolit toute distance, et des gens qui vous insultent sur le net ne le feraient certainement pas dans la vie en face à face. Maître Vallat, vous êtes confronté à des gens qui sont victimes justement d'insultes, de harcèlement? Absolument, et de toutes conditions. Et ceux qui les insultent, ceux qui les vilipendent sur le net, les réseaux sociaux, sont des gens également de tous bords. On a exactement ce profil très multiforme des médecins, des avocats aussi. Enfin, voilà, on a vraiment monsieur et madame tout le monde qui va, à un moment donné, peut-être déraper parce que la fatigue, parce que on ne sait pas trop un sujet qui les transporte, et facilité, viralité du net. Voilà, on va le déborder dans la haine et ses travers. Alors après, et c'est vrai qu'on les retrouve au tribunal quelquefois, parce que malheureusement c'est très compliqué. On peut en parler un petit peu plus tard avec vous sur comment se protéger. On va en parler, mais c'est vrai qu'on les retrouve tout penauds. Oui, mais j'étais pas moi-même, j'étais comme si, j'étais sous médicaments, j'étais fatigué, j'avais bu un petit coup, et puis et puis je savais pas que sur Internet c'était aussi méchant que ça. Et en réalité, c'est ça aussi, le fait qu'un réseau social peut être appréhendé comme quelque chose d'un peu neutre, et finalement pas si grave que ça, alors que c'est une déflagration pour les gens qui en sont victimes, et malheureusement qui en souffrent énormément, voire quelquefois en sont amenés à la plus dernière extrémité. Alors on est en ligne avec Jean-Marc Pellex, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes maire de Saint-Gervais, et vous avez été victime d'insultes, vous avez reçu plus de 800 insultes et menaces de mort depuis la visite d'Emmanuel Macron.
Est-ce que vous avez été... c'est la première fois que ça vous arrivait, ce genre de choses ? Alors, c'est pas tout à fait la première fois, parce que ça m'a rappelé mon premier mandat de maire en 2001, où mon opposition avait fait un site dégradant contre moi, sous anonymat et avec un hébergement en Suisse. Ils ont été retrouvés à la suite de la plainte que j'ai portée, et ils ont été condamnés par le tribunal. Donc c'est pas récent, mais c'est vrai qu'il y a maintenant une multiplication, et l'effet tentaculaire de la toile et puis des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui c'est grave, et c'est gravissime, parce que on donne le pouvoir au travers de l'anonymat de ces réseaux sociaux et des 450 faux profils qui ont été créés pour m'insulter, pour surtout insulter le président de la République. On n'a pas insulté Jean-Marc Peyex ni Emmanuel Macron, on a insulté le président de la République et un maire. C'est-à-dire les piliers de notre système et de notre République. Et tout ça avec de l'anonymat, tout ça avec des mots ignobles, avec des menaces de mort. Alors est-ce que c'est pour rire? Est-ce qu'elles seront exécutées? On n'en sait rien, parce qu'il n'y a plus de graduation. Il n'y a plus de graduation. Mais c'est pas parce qu'on est maire ou président de la République qu'on ne peut pas être critiqué par le peuple ou les élus. La critique, elle parce se que vous fait... dites que c'est la fonction qu'on attaque, mais la fonction, elle peut être attaquée quand même. Mais la fonction, elle est attaquée au moment des élections, quand on se présente contre quelqu'un. Voilà. Mais autrement, l'expression, elle se fait d'abord à visage découvert. Moi, je fais des réunions publiques tous les 2 mois. J'ai été élu en 2014 avec 78,74% des voix. Donc, je suis quand même pas quelqu'un sur lequel on peut tirer tous les jours en disant c'est pas bien ce qu'il fait. Mais est-ce qu'en face à face, les gens vous insultent ? Mais non, mais c'est pas des gens d'ici. Le problème, c'est que ce sont des profils qui sont créés ou par des algorithmes, des machines, ou des gens qui sont peut-être en Russie, peut-être je sais pas où. Et en fait, il faut bien dire aux gens... Pas forcément la Russie, mais vous rentrez pas forcément, mais pourquoi pas. Est-ce que vous avez porté plainte, Jean-Marc Peyex? Alors, moi, j'ai porté plainte. Ensuite, ça permettra effectivement au parquet de diligenter, comme ça avait été fait sous mon premier mandat, effectivement, des recherches pour savoir d'où viennent ces profils, et éventuellement, bien sûr, les poursuivre quand on les aura trouvés. Mais on ne peut pas rester impassible, et on ne peut pas continuer à tolérer que l'extrême minorité de ceux qui cassent les vitrines, qui menacent les gens, qui frappent, qui insultent et qui menacent de mort, eh bien que ce soit eux qui gouvernent le pays. Il y a un moment, la République, elle existe. Alors je vais citer, merci Jean-Marc Peyex, mais alors éloigner les enfants du poste, mais quand même ça montre la violence. Je vais dire les mots tels qu'elles sont: t'encules, grosse merde. Encore un que ta mère aurait mieux fait d'avaler à la place d'écarter les cuisses. Il te reste du sperme présidentiel sur les lèvres, nettoie ça, ça va finir par se voir. Beaucoup évidemment de la dictature en marche à la montagne. On a touché le fond du caleçon, on a attaché le fond du caleçon. Ce sont des violences ad nominem. C'est toujours ce registre-là. Comme ça aussi. Oui, c'est les trolls. Voilà, alors soit robotisés, des bots, ou des trolls commandités par de manière unie. C'est d'ailleurs pour ça qu'une loi est passée il n'y a pas très très longtemps pour le harcèlement en meute, pour justement pouvoir prévenir et punir ce type de comportement. Mais voilà, on a ce type de... Mais est-ce que c'est pas illusoire? Est-ce que cette loi, certains disent qu'elle va restreindre... Personne n'est anonyme sur Internet, je le dis et le redis une nouvelle fois. Les pseudonymes, puisqu'on parle là bien de pseudonymat, on arrive, quand on s'en donne les moyens humains et moyens matériels, les moyens juridiques, nous les avons aujourd'hui, à mon avis, suffisamment pour pouvoir encadrer tout ça. Si la police judiciaire on met suffisamment de moyens pour retrouver les adresses IP, les identités numériques de ces gens-là, on peut y aller. Alors après, c'est des moyens importants. C'est des moyens importants, c'est pas la même chose quand c'est la journaliste Nadia Dam, par exemple, qui bénéficie d'une enquête et qui on arrête les gens qui l'ont menacé de mort, etc. Et quand vous êtes un simple citoyen, que vous savez pas très bien par où commencer. Alors il faut rappeler d'ailleurs qu'il y a quand même une plateforme qui s'appelle Pharos où on peut... Oui, on peut signaler, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui persistent. Mais est-ce que, encore une fois, je reviens, c'est votre livre, sur le lien réseaux sociaux, est-ce que l'anonymat a
contribué également à développer cette... Alors, moi, je reste un des ennemis de l'anonymat, effectivement. Alors, c'est vrai, c'est des pseudonymes, c'est vrai, mais... Mais pas toujours. Hein. Mais pas toujours, mais si vous voulez, quand même, les gens ne vous diraient pas souvent face à face ce qu'ils vous disent caché sous un pseudonyme. Et je l'ai remarqué, enfin, pendant des années où j'ai fait des choses, des entretiens, des chroniques publiques, j'ai vu comment j'étais attaqué par des gens dont je savais jamais si c'était mes collègues, si c'était mes voisins, qui c'était. C'est-à-dire qu'il y a si vous voulez, il y a cette idéologie d'Internet qui est formidable. Tout le monde a le même statut, on peut tous se parler, etc. Et beaucoup de gens en abusent. C'est-à-dire en disant, moi, les grands, les élites, etc., je les fusille. Oui, alors, juste, pardon, vous dites que c'est une nouvelle forme de revanche sociale. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole. On s'est réjoui que cette parole puisse justement s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est une forme de revanche sociale. Oui, bien sûr, parce que finalement, quelqu'un qui se sent... comment dire, peu respecté ou peu connu dans la société, peut tout d'un coup descendre quelqu'un en 1 minute, sa réputation. Alors, je voudrais juste rajouter tout à l'heure, parce qu'on parlait de la critique. Bien sûr, la critique, elle doit s'exercer. Mais dans mon prochain livre qui s'appelle Médias, sortir de la haine, parce qu'il ne faut pas confondre la critique et la haine. Ce qui est très ennuyeux aujourd'hui, c'est qu'on est passé de la critique des médias que j'exerce moi depuis 30 années à foutre des pavés dans une permanence de politique. C'est-à-dire que la suite est ça. Le feu à une radio, c'est arrivé à Radio Bleu Isère, des actes qui n'ont aucun rapport avec la discussion, la critique, etc., qui, elle, est légitime. Ouais. Moi, je voulais vous poser une question. Tous médias comme Sud Radio ou comme les journaux, ils ont des directeurs de la publication, des gens ils sont responsables de leur antenne. Toutes les chaînes de télé doivent maîtriser leur antenne. En fait, les seuls qui sont jamais condamnés, c'est Facebook et Twitter. Le problème vient peut-être à partir de la responsabilité du diffuseur. Alors, c'est justement pour ça que Madame Avia, le rapporteur de la loi éponyme, donc qui est actuellement en discussion au Sénat, a proposé de réguler et de responsabiliser les plateformes pour justement enlever le plus vite possible les propos signalés comme haineux, homophobes, différentes incriminations de ce type-là. Alors, moi, je ne suis pas persuadé, je suis pas un farouche partisan de cette loi, elle part d'un bon sentiment, mais néanmoins, je pense que Facebook, aujourd'hui, a fait énormément de progrès par rapport à la modération. Twitter est un mauvais élève, clairement, et il y a beaucoup de choses à revoir. On l'a encore vu hier avec, par exemple, dans un autre style, la suspension du compte du SAF, du syndicat des avocats. Vous savez les avocats sont en grève contre la loi retraite actuellement. Et donc, le SAF avait envoyé une espèce de message groupé par rapport aux députés, et le Twitter a considéré ça, l'algorithme de Twitter a considéré ça comme un spam, et donc a suspendu comme infraction aux règles de Twitter. Bon, tout ça donc montre bien que la régulation interne des plateformes est encore extrêmement perfectible. Alors peut-être que la loi Avia permettra de réguler ça, alors moyennant quoi ? Une amende. Vous ne retirez pas tel contenu signalé, vous avez en 24 heures, voire 1 heure pour du terrorisme ou du pédophile, là vous avez une amende jusqu'à 4% du bénéfice mondial. Et si je fais un tweet et une grosse ordure, je risque quoi en fait ? Rien. Pas grand-chose. Ça dépend. Si, c'est insulte, injure... Oui, mais vous dites par exemple sur ça dépend. Mais sur du revenge porn, vous le dites vous-même, maître, il y a très peu, revenge porn sur de la vengeance il y a très peu, il y a eu, numérique, il y a eu très peu de condamnations. On a eu 300 condamnations peu ou prou en 2017 plus 2018. On n'a pas les chiffres 2019. Donc pourquoi ? Parce que les gens n'y vont pas aussi. Parce que les gens n'osent pas. Alors Monsieur Griveaux y va, Madame Dame, bien évidemment, y est allée. Oui, mais ceux qui sont allés ont été condamnés qu'à des amendes. Il n'y a eu que des condamnations, pas de prison. On voit qu'hier, Piotr Pawlewski a été libéré et sa compagne également, parce qu'il n'y avait pas la peine de prison ne justifiait pas une incarcération. Généralement, pour ce type de porno-divulgation, effectivement, la détention provisoire n'est pas la règle. Bon, là, dans le dossier Pavlansky, c'est un peu différent. On risque pas grand-chose. On risque aujourd'hui pas grand-chose par rapport aux dommages qui sont causés à la victime. On est bien d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un problème de pédagogie aussi par rapport aux magistrats, de peut-être, avec une loi qui existe et qui a le mérite d'être quand même efficace, 2 ans de prison, 60 000 € d'amende, qu'on les applique.
Oui, c'est François Jost. Alors on va y revenir. On réagissez 0826 300 300. J'ai perdu un commentaire d'une auditrice qui nous dit mais c'est mon opinion, j'ai le droit de dire que quelqu'un est con. Oui, mais on va y revenir. Moi, je vois dans les insultes qu'on a reçues hier, par exemple, j'avais Roland Castro, l'architecte, qui est un monsieur qui a un certain âge, qui s'exprime. Les insultes quant à son âge, EHPAD, dégénérescence, enfin sur l'âge, mais je pense que les gens qui répondent qui sont sur Facebook ne se rendent pas compte de la violence de ces attaques. Ça peut arriver à n'importe qui. Moi, Absolument. j'ai analysé effectivement le cas d'une femme qui avait été dans l'émission Un dîner presque parfait, qui était assez grosse et qui avait donné un verre d'eau à la figure d'un garçon, et sur sa grosseur, mais je dirais même pas les insultes qu'il y a eu, si vous voulez, et c'était des centaines, des milliers. Ouais. Donc ça peut arriver à n'importe qui, c'est ça. Il faut se rendre compte de ça. Ouais, vous avez ça dans les cours d'école aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. C'est encore pire chez les jeunes. À la différence. Non, mais attendez. À la différence, c'est que la cour d'école, ça reste un milieu fermé où il peut y avoir en plus un adulte qui dit ça suffit, etc. Le problème que vous touchez là, c'est qu'il n'y a pas de régulation sur tous ces sites. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire comment on arrête quelque chose qui est en route. Allez, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias, et on parle de cette violence sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux nous rendent méchants ? En tout cas, il est clair qu'il y a une barrière qui n'est pas là quand on est devant son écran. François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, vous avez publié La méchanceté en acte à l'ère numérique. C'est paru chez CNRS Éditions et vous nous annoncez la suite donc pour bientôt. Et Maître Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit numérique. On parlait donc de cette libération de la parole. Je vois des auditeurs qui me disent quand c'est un représentant LREM qui insulte, c'est moins gênant. Alors non, il n'y a pas de poids de mesure. L'insulte, d'où qu'elle vienne, est gênante. Mais je pense que parfois, on ne se rend pas compte de la violence des propos et de ce que ça peut faire aux gens qui les reçoivent. Oui, je pense que les gens ne se rendent pas compte en plus qu'il y a effectivement des lois et qu'ils sont punissables. C'est-à-dire, ils pensent que ils ne risquent rien, on l'a dit dans la première partie, on ne risque rien. Ils risquent pas grand-chose et c'est pour ça qu'il faut absolument que les plateformes régulent les choses. Moi, je pense que la loi Avia, qui donc peut retirer dans les 24 heures des propos insultants ou des choses comme ça, et quand même protège relativement les citoyens. Alors évidemment, la limite, c'est est-ce que ça empiète sur la liberté d'expression ? Il y aura des ratés. À mon avis, il y en a eu déjà hier, vous le signalez, maître. Ouais. Mais c'est mieux que rien. C'est-à-dire que la réputation, faut toujours le redire, en une minute, on détruit quelque chose qu'on met 10 ans à rattraper après. Oui, c'est compliqué ça, justement. Vous avez eu des cas emblématiques de ce type de... Oui, alors des gens peut-être pas forcément très connus, mais qui dans leur milieu ont été complètement détruits, leur réputation complètement mise à néant, parce qu'on les a traités avec des fausses informations. Et alors ce qui est encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, les moyens technologiques évoluent. Et le droit évolue aussi vite que possible avec ses petites jambes, et c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on a un phénomène qui s'appelle les deepfakes. Ce sont donc ces montages qui sont faits au niveau politique ou au niveau sexuel, où on va faire On applique un visage sur un personnage, en fait, électroniquement. Exactement, et c'est très très bien fait, et c'est à la portée d'un enfant de 10 ans. Avec un smartphone, vous pouvez avoir une arme de destruction massive dans votre cour de récréation, mais ça ne s'arrête pas à la cour de récréation, ça s'adresse également ensuite. Dire ce que vous voulez avec un autre visage. Exactement, et c'est terrible, parce qu'après il faut démonter ça, et donc on imagine. Donc les moyens technologiques aujourd'hui sont tels que ça démultiplie la viralité et le choc que ça peut représenter pour les victimes. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que vous posez la question, est-ce que c'est nouveau ou pas ? C'est pas complètement nouveau. On a eu la télé-réalité a vécu là-dessus aussi. C'est-à-dire que il y a toujours eu dans la télé-réalité, des boucs émissaires, des filles parfois très jolies qui se faisaient complètement démolir parce que, bien sûr, elles étaient jolies et souvent blondes d'ailleurs. Donc, on a été habitué à ça. C'est-à-dire, on a été habitué à des émissions comme, je citais, Un repas presque parfait, où on va chez des gens qui vous invitent et on dit c'est dégueulasse, on se fait chier. Où on déglingue les gens. Vous dites effectivement, mais finalement,
est-ce que c'est pas la nature humaine et on est en train de satisfaire le voyeurisme, on est en train de satisfaire toutes les choses qui sont un peu la bassesse. Vous diriez, mais on s'est tous envoyé la vidéo de Griveaux et aucun personne en recevant se disant non, s'il te plaît, ne m'envoie pas ça. Je l'ai pas envoyé. Non, ne vous en vantez pas trop. Ah non, j'ai pas dit. On a tous reçu, j'ai dit. Ouais. On a tous reçu la vidéo et on l'a tous regardée. 8% de la population, 4 millions de personnes. C'est intéressant ce que vous dites, François Jost. La télé-réalité, à votre avis, elle est responsable de cette... Responsable, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était un symptôme du même phénomène. Alors, vous vous rappelez qu'au début, il fallait même exclure les gens. Oui. Alors, très vite, on a dit non, il faut les nommer, on ne va pas les exclure. Mais c'est un phénomène où on téléphonait avec... en tapant un ou deux, un phénomène comme ça de groupe, d'emballement aussi, contre quelqu'un, et on se rappelle que certains se sont suicidés d'ailleurs. Oui, mais la vindicte populaire ou les mouvements de foule, ça a toujours existé. Non, ça a toujours existé. Sur des affaires mais on a eu à la télévision des rapports humains violents ou haineux exacerbés. C'est dans la télé-réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'on le repoussait avant. C'est un peu le principe même de la télé-réalité. Quand vous regardez les Marseillais ou autres, on est là-dedans. Mettre en avant des pulsions agressives ou sadiques même. Parce que vous dites bien souvent les tweets visent à déboulonner le statut de l'autre avec la même violence que celle qui s'exerce dans la société, et où on revient sur cette revanche sociale. J'ai droit à la parole et j'ai le droit de dire ce que je pense. Si vous voulez, comme professeur des universités, où effectivement, quand je m'exprime parfois, on dit « Ah, c'est ça, un professeur d'université ?» Et il a besoin d'être professeur d'université pour dire cette banalité. Et vous avez ça beaucoup plus que... Alors je dirais que les avocats sont moins touchés que ça, par exemple, parce que c'est une profession qui a encore une certaine aura pour les gens. Les médecins aussi. Ça vacille. Ça vacille. Les médecins aussi. Les profs, non, c'est foutu. On a un auditeur qui nous dit les réseaux permettent aux Français de pouvoir dire ce qu'ils pensent sans risquer de se retrouver au tribunal. Dire ce qu'on pense, c'est une chose, Pierre, mais insulter les gens, c'est autre chose. Mais vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit sans se retrouver au tribunal, alors qu'il peut l'être. Il peut se retrouver. C'est ce sentiment d'impunité. C'est même pas tellement d'impunité. Ce n'est pas grave, c'est sur Internet, c'est la vraie vie, ce qui est la réalité. Mais la vraie vie, c'est aussi une insulte. Voilà. Ils ne se rendent pas du tout compte que c'est répréhensible. Donc là, il y a vraiment un effort pédagogique à faire par rapport au juridique qui est lié à ce type de... Mais le combat est perdu. Vous conseillez aux gens de porter plainte ? Oui. Alors c'est votre boulot, mais... Non, mais je pense qu'il faut le faire, parce que déjà, ça permet d'évacuer au niveau même psychologique, qu'on ne peut pas tout garder. Je crois qu'il faut absolument porter plainte. Ça coûte combien ? Mais ça dépend, ça peut être, vous être à l'aide juridictionnelle et que ça soit pris par le temps. Les avocats sont aussi là pour assurer de la justice de proximité, et on se bat justement pour le maintenir dans le cadre de notre grève actuellement sur la loi retraite. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas forcément parce qu'on prend un avocat que c'est très cher, on n'est pas obligé de prendre un avocat de toute façon tout court pour porter plainte. On va au tribunal administratif, au tribunal, là vous allez au commissariat, vous allez à la gendarmerie, vous portez plainte, ou sinon devant le procureur de la République, une lettre recommandée, voilà, et vous faites votre plainte, et ensuite on se constitue partie civile si c'est pas suivi. Mais voilà, il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, c'est un phénomène qui va continuer et perdurer. Cédric nous dit clairement, Valérie, j'ai droit à la parole. Évidemment, vous avez le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit à l'insulte, au dénigrement des gens. Moi, je trouve parfois les commentaires Facebook très violents. Quand vous vous attaquez au physique, à l'âge des gens, je trouve ça dégueulasse. Je dirais, imaginez, je pense que vous ne vous rendez pas compte parfois de ce que vous dites. Je m'adresse aux auditeurs. De quel droit vous vous attaquez à l'âge d'un auditeur, d'un participant à une émission? Est-ce que c'est constructif? Non, c'est pas constructif. Vous dites ces idées, je ne les aime pas, je ne suis pas d'accord, mais vous n'insultez pas les gens. Il y a une différence entre la parole et l'insulte. Et je pense qu'aujourd'hui, la frontière, elle est... J'allais dire, on croit que normalement, ça fonctionne par le cerveau, la tête, et en fait, c'est les coups dans le ventre qu'on reçoit. Ouais. Donc, ça n'a aucun rapport. Effectivement, normalement, on doit être dans le monde des idées, et en fait, c'est des violences. Ce qui est grave, c'est qu'on voit que ces violences, quand même, maintenant, deviennent parfois des violences physiques. Ça commence sur Internet et ça finit dans la Tout ça est une histoire d'ego, en fait. On a tous envie d'exister, non? Alors, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est devant, effectivement, ce sentiment de pas vraiment exister que la méchanceté vous donne le sentiment d'exister. C'est tout à fait juste. Et vous savez, Pascal disait le moi est haïssable, et on est dans une époque où, au contraire, on pense qu'il n'y a que le moi qui compte. Où tout le monde veut son cadre de célébrité. Oui, tout le monde veut Maître Vallat, vous dites qu'il faut réfléchir aussi aux conséquences du harcèlement
et que ça ne s'arrête pas quand le message est passé, c'est-à-dire que les conséquences sur la vie peuvent détruire les gens. C'est ça qui est terrible, c'est qu'avant, dans la cour de récréation, au travail, parce que c'est souvent aussi dans le milieu professionnel que le harcèlement peut se passer, ça s'arrêtait quand vous quittez votre bureau, ou vous quittiez l'école. Aujourd'hui, ça se prolonge chez vous, dans votre chambre. Et c'est pour ça que le combat est très très inégal. Vous avez quelqu'un, ce qu'on appelle l'effet cockpit, qui a l'impression d'être dans sa bulle, et voilà, qui lance ses scuds numériques, et vous retrouvez complètement impuissant à recevoir à toute heure du jour et de la journée, et de la nuit, des messages. Donc, bien évidemment, ça ne s'arrête pas, c'est extrêmement violent, et ça a donné lieu malheureusement à des drames, parce que il faut avoir le cuir bien épais. On l'a vu, M. Griveaux a dû démissionner immédiatement. Pourtant, c'est un homme politique, on imagine qu'il a les épaules pour... non, il n'a pas pu l'encaisser, et c'est tout à fait... voilà, et c'est déjà des conséquences, mais on imagine quelqu'un de plus fragile, de plus jeune, un gosse de 12 ans, bon voilà, qui reçoit ça. Cela dit, il y a une méthode simple aussi, si on est sur les réseaux sociaux, c'est de faire disparaître. Moi, je fais disparaître immédiatement les gens qui m'insultent. Masquer en tout cas les messages, oui, au moins ça. Merci à tous les deux, merci François Jost. Je rappelle votre livre La méchanceté en acte à l'ère numérique, et Thierry Vallat, donc avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit numérique. Merci Gilles Gansman. On se retrouve dans un instant et on va commenter l'actualité, l'engagement d'Emmanuel Macron contre l'islam politique, contre le séparatisme. Ça fait partie de nos sujets. À tout de suite.